Bonsoir à tous, bienvenue et merci pour votre présence. Vous êtes en effet près de 800 à nous suivre en direct ce soir lors de ce webinaire. L'objectif de celui-ci est double, à la fois de prendre le temps de faire une rétrospective sur l'année 2024, et ceci sous deux axes, l'axe politique et économique. Deuxièmement, de tenter de jeter un œil prospectif sur l'année 2025. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Hotfen, Customer Relationship Manager chez KBC Asset Management. Bonjour Christine. Bonjour Quentin. Et Bernard Keppen, notre Chief Economist CBC. Bonsoir Bernard. Bonsoir Quentin. Avant de vous donner la parole, je souhaitais également vous remercier pour toutes les questions posées lors du formulaire d'inscription. Nous avons veillé à construire cet échange sur base de vos questions posées. Nous allons également je vais également poser 4 questions complémentaires à Bernard et Christine en toute fin d'entretien. Comme vous le savez, l'année 2024 va se clôturer sur une année plutôt positive, voire très positive sur les marchés financiers, et ceci malgré beaucoup d'éléments perturbateurs. Ma première question sera donc pour Christine. Christine, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de cette année 2024 ? Eh bien Quentin, je pense qu'on peut résumer l'année 2024 comme étant un grand cru sur les marchés financiers, que ce soit au niveau de l'évolution des bourses, mais aussi au niveau des rendements obligataires. On a des rendements pour les obligations d'État, comme vous le voyez sur le graphique, de plus ou moins 2,5%, mais on a surtout aussi des rendements sur les obligations d'entreprise qui approchent les 5%. Alors, si on regarde rétrospectivement l'année 2024, on a finalement une année avec des données économiques qui étaient très très bonnes et même meilleures que prévues. On a aussi une économie qui n'est pas entrée en récession, on parle plutôt d'un atterrissage en douceur. On a des marchés qui ont anticipé les baisses des taux d'intérêt des banques centrales. On a aussi surtout une année exceptionnelle au niveau de la croissance des bénéfices, au niveau des résultats des entreprises. Les résultats des entreprises, surtout au niveau des secteurs technologiques, des secteurs de communication aussi. On voit l'indice MSCI World, l'indice mondial qui a augmenté de pratiquement 28%. Maintenant, tout ceci tourne et a tourné surtout autour de l'engouement face à l'intelligence artificielle et aux fameuses Magnificent Seven, dont les cours ont grimpé de manière exceptionnelle cette année-ci. Et on peut prendre comme exemple l'action Nvidia, qui a vu son cours multiplié par 10 en moins de 2 ans. Alors, un autre élément peut-être aussi à noter en 2024, et je pense que tout le monde s'en est rendu compte, on n'a pas pu passer à côté, ce sont les élections américaines, évidemment. Et là, on a vu, après les élections, un certain soulagement des marchés. On a vu Wall Street qui a de nouveau atteint des records, avec un S&P 500 qui a augmenté de 5% après les élections. On a aussi vu surtout les petites valeurs américaines qui en ont bien profité. Si vous regardez par exemple l'indice Russell 2000, c'est un indice qui a augmenté de 10% dans les premiers jours qui ont suivi les élections américaines. Donc une très très bonne année 2024, Quentin. Effectivement, au graphique, c'est assez parlant. Bernard, pour ce qui te concerne, d'un point de vue macroéconomique, quels ont été les éléments les plus marquants de cette année ? Alors, c'est un exercice que j'aime bien, qui est intéressant, c'est toujours un peu de prendre du recul et de voir ce qu'on a prévu l'année en cours. Et 2024 avait été marqué par des attentes très fortes de baisse des taux d'intérêt. Christine en a parlé, mais c'est vrai qu'on attendait des baisses de taux de 6-7% aux États-Unis, en Europe, enfin 6 ou 7% de baisse de taux au global. Et je dirais, comme un peu 2023, on a été un peu dans la même situation. Finalement, les banques centrales ont pris du temps pour baisser leurs taux d'intérêt. On le voit bien sur le graphique où pendant tout un temps, ces taux sont restés inchangés. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que l'inflation, qui avait fortement reculé en 2023, en 2024, elle a mis beaucoup plus de temps à reculer. Et finalement, on se rend compte que cette inflation, elle est prégnante dans l'économie, elle est présente assez fortement, en particulier dans le secteur des services, et elle vient aussi de la hausse des salaires, ce qui a incité les banques centrales à retarder leur processus d'ajustement monétaire. Et le deuxième élément, Christine l'a dit aussi, l'atterrissage en douceur aux États-Unis, c'est quand même une économie qui reste avec des taux de croissance extrêmement élevés, qui ont été bien supérieurs à ce qu'on attendait. Deuxième élément qui est assez intéressant, c'est de voir que la Banque centrale européenne est la première à avoir dégainé. Elle a baissé ses taux d'intérêt au mois de juin,
avant la Banque centrale américaine, qui va attendre le mois de septembre pour baisser ses taux, c'est un peu inédit. C'est quand même une situation où on a toujours dit la Banque centrale, elle suit la Banque centrale américaine. Ici, ce n'était pas du tout le cas. Conséquence de cette situation, on a gardé des taux plutôt inchangés pendant une longue période. Les taux long terme sont finalement restés à des niveaux plus élevés que ce qu'on attendait. Puisqu'on était dans un scénario de baisse des taux, ça a un impact sur l'ensemble de la courbe. Ça n'a pas été le cas. Donc les taux d'intérêt long terme en Europe, aux États-Unis, c'est plus marqué aux États-Unis, eh bien, ils n'ont pas baissé comme on les attendait. Dernier point essentiel, qui est quand même un des éléments où on va terminer quand même cette année avec ce constat un peu affligeant, il faut bien le reconnaître, c'est la divergence d'évolution entre les États-Unis et l'Europe au niveau économique. On n'est même pas encore à l'arrivée de Trump, mais déjà aujourd'hui, on voit ces divergences. Quand on voit les indicateurs de confiance, les fameux indicateurs PMI, secteur manufacturier, qui est un secteur qui était en difficulté depuis 2 ans aux États-Unis aussi, mais on voit bien sur le graphique qu'aux États-Unis, ça se redresse, alors qu'en Europe, ça continue encore à descendre. Et les derniers indicateurs qui ont été publiés ce lundi montrent qu'effectivement, l'industrie manufacturière en Europe est en profonde récession et ne s'améliore pas. Cette divergence, évidemment, elle est vraiment fondamentale. Oui. La question qu'on se pose toujours, parce que nous, c'est vrai qu'on est un peu on est dans les marchés, on le suit. Comment les clients que toi, tu côtoies tous les jours, comment est-ce qu'ils ont perçu cette année-ci? Qu'est-ce qui les a marqués, eux? Globalement, au cours de l'année 2024, il y a 3 grands sujets qui sont ressortis de nos nombreux entretiens. Le premier, c'est la différence de performance entre les marchés américains et les marchés européens, quasiment du simple au triple. On l'a vu d'un point de vue économique, c'est également flagrant d'un point de vue marché financier. Le deuxième élément, c'est la course effrénée à l'intelligence artificielle et avec le boom lié des valeurs technologiques. Et pour finir, même si maintenant on a la réponse de la réélection de Donald Trump, l'élection américaine de novembre dernier était un sujet extrêmement commun et répété lors de nos rendez-vous. On a la réponse maintenant et on sait sur quel pied danser. On a déjà beaucoup parlé d'Europe, des États-Unis, mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres régions du monde? Je vais peut-être commencer, Bernard, avec tout ce qui est tension géopolitique et qui influence évidemment les marchés. On sent une certaine nervosité à cause de toutes ces tensions actuelles sur les marchés, et probablement que cette nervosité va continuer à perdurer dans les prochains mois. Ceci dit, peut-être une nuance, c'est vrai que tant que ça n'a pas de réel impact sur l'économie, on constate que les marchés financiers n'en tiennent pas tellement compte, mais nous suivons évidemment la situation de près, nous adaptons nos portefeuilles en conséquence. Ça ne nous empêche pas non plus de rechercher des opportunités à plus long terme, tout en, bien entendu, prenant en considération ce qui se passe de ce côté-là. Et alors, 2 régions également que l'on surveille, évidemment, ce sont la Chine et le Japon. Mais peut-être que Bernard, tu pourrais nous en dire plus à ce sujet-là. Qu'en est-il de la Chine et de l'Asie en général? Alors, sur la Chine en particulier, il faut bien se rendre compte que la Chine est quand même dans une situation un peu particulière. Il suffit de regarder le graphique qui représente l'indice de confiance des ménages chinois. Alors, pourquoi cet effondrement de la confiance? Il faut quand même rappeler qu'ils ont vécu pendant pratiquement 3 ans de ce qu'on appelait une période de zéro Covid, donc très très peu de consommation, une atonie complète de l'économie. Ils sortent à peine de cette période de confinement, qu'ils ont une crise immobilière de grande ampleur. Ça fait 2 ans que cette crise dure. Et alors pourquoi est-ce que ça touche les ménages chinois? Eh bien, c'est parce que les ménages chinois, leur épargne, elle a été vers l'immobilier. Ils ont acheté beaucoup d'appartements. En tout cas, ils voulaient acheter des appartements. Mais donc, cet effondrement de l'immobilier a un impact sur la confiance des ménages et donc un impact, évidemment, sur la consommation. Avec épée de Damoclès aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur les exportations chinoises. Or, tout le modèle de la Chine, c'est un modèle tourné vers l'exportation. Et aujourd'hui, la consommation ne prend pas le relais. Le gouvernement a pris beaucoup de temps pour prendre des mesures. On a dû attendre mi-septembre pour avoir des mesures aussi bien fiscales, monétaires, budgétaires, mais qui ont été jusqu'à présent estimées insuffisantes. Pourquoi? Parce que la majorité de ces mesures sont des mesures qui ont soutenu l'offre et pas du tout la demande. Or, le problème essentiel de la Chine aujourd'hui, c'est un problème de demande. Tant que les mesures ne sont pas orientées vers cette demande, l'ensemble des mesures prises par les autorités monétaires, les autorités chinoises, ne servent
pas grand-chose. Et on l'a bien vu avec les derniers indicateurs qui ont été encore publiés cette semaine. Il n'y a pas vraiment de reprise. On a une sortie des capitaux. On a vraiment un manque de confiance par rapport au modèle chinois actuel. Alors si on va de l'autre côté de l'Asie, ou en tout cas dans la même zone, on a le Japon qui nous a un petit peu secoués, dans tous les sens du terme. Et on a eu en particulier, on se souvient tous, et moi je m'en souviens très bien parce que je rentrais de vacances, on a eu le lundi du 5 août qui a été quand même assez particulier. Alors exactement, effectivement, c'était en plein milieu des vacances. Nombreux de nos clients étaient en congé, voire sur la plage. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous expliquer ce qui s'est exactement passé lors de cette journée du 5 août? Alors le 5 août, comme le montre le graphique de l'évolution de la bourse japonaise, le Nikkei, on a eu un effondrement, on a eu un véritable crash de la bourse japonaise. Quand je parle d'un crash, c'est la chute la plus importante qu'on avait plus connue depuis 40 ans. Alors, il faut remettre un petit peu le contexte. D'abord le contexte des vacances, des volumes un peu moindres. Donc moins de volume, ça amplifie évidemment les mouvements, mais n'empêche, on sortait d'une semaine compliquée. Semaine compliquée aux États-Unis. On a un chiffre du chômage extrêmement décevant. Donc tout d'un coup, le beau scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, il a un peu du mal. Ça provoque des petites corrections, ça provoque des inquiétudes. On se dit que la Banque centrale américaine n'a pas agi assez tôt sur les taux d'intérêt, qu'elle aurait dû baisser ses taux. On a des corrections sur les valeurs technologiques, on sait l'importance de ces valeurs. Et on a une banque du Japon qui, à contrario des autres banques centrales, est dans un processus d'ajustement monétaire d'augmenter les taux. C'était attendu, c'était prévu que la Banque du Japon allait augmenter ses taux. On a une inflation qui revient vers les 2%. Elle avait annoncé, et au mois de mars, elle fait son premier mouvement de hausse de taux. On passe d'un taux négatif de moins 0,10% à un taux positif. Tout se passe bien, pas d'inquiétude sur les marchés. À part que le 31, quand elle le fait, enfin fin juillet, elle le fait, elle prend tout le monde par surprise. Dans des marchés un peu nerveux et des vacances, on a donc comme réaction de la hausse des taux, un yen qui se renforce assez nettement. Le renforcement du yen veut dire que les sociétés japonaises qui sont tournées vers l'exportation sont pénalisées. Or, le Nikkei intègre énormément de sociétés tournées vers l'exportation. Et donc, on a ce crash qui est un crash quand même de grande ampleur. Ça va durer 2 jours, ça va provoquer pas mal de panique. Il va y avoir une vraie panique pendant 2 jours. Ça va durer 2 jours, heureusement. Alors, c'est un peu la question que j'ai envie de te poser, Christine, mais comment on réagit quand on est dans des situations aussi chaudes à un moment donné ? Oui, en effet. Et comme tu l'as dit toi-même, cette correction a été très très rapide, mais très très vite maîtrisée. Donc, on n'a pratiquement pas eu le temps de se retourner, je dirais. Mais par contre, on a quand même vu de grands changements aussi au niveau des marchés financiers. Donc, tu as parlé de récession aux États-Unis. On a vu la volatilité augmenter sur le secteur des technologiques. Et donc, on a vu une rotation des secteurs. On a vu les investisseurs qui avaient aussi tendance à se diriger plutôt vers les actifs plus sûrs au niveau des actions, mais alors aussi au niveau des obligations. Et donc, les obligations en ont profité, obligations d'État, obligations d'entreprise. Et donc, finalement, nos portefeuilles en ont profité également, puisque, comme vous le savez, on était orienté plutôt de manière défensive. Et donc, on a profité, quelque part, de la hausse des valeurs des obligations dans les portefeuilles. Alors, pour reparler peut-être un peu du Japon, puisque c'était le sujet là tout de suite, c'est vrai qu'en début d'année 2024, on était surpondéré sur la région japonaise parce que c'est une région qui est considérée comme plus défensive. Maintenant, avec la hausse du yen et l'impact, effectivement, sur les sociétés exportatrices, on a clairement réduit notre position sur le Japon dans nos portefeuilles. Lors de ce mouvement. Voilà. Tu nous expliques en effet les opérations qui ont été réalisées dans la stratégie et dans les portefeuilles suite à ces événements du 5 août. Mais au cours de l'année 2024, quels ont été les principaux changements opérés dans la stratégie ? Alors, il y en a eu pas mal, Quentin. C'est vrai qu'en début d'année 2024, on était plutôt légèrement surpondéré en actions. Et pendant le premier trimestre de l'année, on a réduit notre surpondération pour se positionner de manière neutre par rapport à notre indice de référence. Alors, pour rappel, notre indice de référence, c'est le MSCI World. Donc, 68% d'actions américaines sont représentées dans cet indice. Et aujourd'hui, dans nos portefeuilles, on investit pratiquement 70% sur ce marché et sur ces actions américaines. Donc, positionnement neutre en actions, positionnement neutre en obligations.
Mais en sous-jacent, il y a aussi pas mal de modifications qui ont été apportées dans les portefeuilles. Début d'année, on était, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt positionné de manière défensive au niveau des secteurs, donc comme les secteurs des biens de consommation, secteur des soins de santé. On était plutôt sous-pondéré pour les actions cycliques, comme l'industrie, les matériaux de base. On avait pris une position sur le secteur financier européen qui profitait à l'époque de taux d'intérêt plus élevés et de marges plus importantes. Et alors au niveau du secteur technologique, on était neutre avec une préférence pour tout ce qui était plutôt logiciel, les semi-conducteurs comme Nvidia. On était plutôt négatif pour les matériaux informatiques. Et alors, à l'approche des élections, donc plutôt vers la fin de l'année, là, on a quand même apporté aussi pas mal de modifications dans les portefeuilles. On a augmenté notre position sur la région, sur les États-Unis, donc sur les actions américaines. On a sous-pondéré la zone euro et la Chine, plus impactée par les mesures que veut prendre ou qu'a annoncé M. Trump. On a également pris des positions sur les petites et moyennes entreprises américaines qui vont profiter de la baisse des taux d'intérêt. On sait que ces petites et moyennes entreprises empruntent généralement plus que les grandes sociétés et donc profitent de taux d'intérêt bas. On s'est orienté vers le secteur financier américain plutôt que européen, parce que ce secteur va aussi profiter des changements que Trump a annoncés, donc l'allègement des mesures sur le service financier, également sur les contraintes liées à Bâle III. Donc pas mal de modifications au niveau des secteurs dans les portefeuilles aussi. Et puis, bon, c'est vrai, quand on parle de marché financier, on parle beaucoup d'actions, mais il ne faut pas oublier non plus la partie obligataire des portefeuilles, surtout dans les portefeuilles mixtes. Et aujourd'hui, quand on a des portefeuilles mixtes et de l'argent à investir, c'est vrai que les obligations sont intéressantes, les taux d'intérêt sont élevés, et donc on a aussi une position en obligations plutôt axée sur les obligations d'entreprise. Obligations d'entreprise de qualité, ce qu'on appelle les investment grades, obligations high yields, donc à haut rendement, pour essayer d'avoir de l'intérêt dans les portefeuilles. Et alors, ce qu'on a fait également tout au long de l'année, c'est qu'on a régulièrement adapté la duration de notre portefeuille obligataire pour pouvoir justement profiter de la volatilité des taux d'intérêt. Si je peux me permettre, Christine, la duration est un terme qui revient fréquemment lors de nos rendez-vous clients et qui peut rester souvent flou pour un certain nombre d'entre eux. Ouais. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que la duration, c'est un indicateur lié à la sensibilité du prix d'une obligation face à la fluctuation des taux d'intérêt. Oui. Et donc, fondamentalement, plus une duration est élevée, plus le prix de l'obligation fluctuera en raison de l'évolution des taux d'intérêt. C'est bien ça, si je veux simplifier au maximum ? Oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, quand les taux ont augmenté, il n'y a pas tellement longtemps, nous avons, à ce moment-là, nous en avons profité, nous avons acheté de nouvelles obligations et on a augmenté la duration du portefeuille, justement pour pouvoir bénéficier de la prochaine baisse des taux d'intérêt. Et là, récemment, avec la baisse des taux qui s'est produite récemment, on a de nouveau réduit légèrement notre duration, mais donc on est passé de 6 à 5,3 à peu près, donc dans cet ordre d'idées-là. On joue tant sur le marché action que sur le marché obligataire. Mais tu nous as exposé les changements au niveau stratégique, mais quelles ont été les conséquences financières de ces changements sur les gestions ? Alors, comme je l'ai dit en début de présentation, c'est vrai qu'une très très bonne année sur les marchés financiers, mais on peut aussi résumer l'année au niveau des portefeuilles comme étant un très très grand cru. Évidemment, tout dépend du profil d'investisseur des clients, mais et ça c'est agréable, c'est que cette année-ci, quel que soit le profil, les rendements sont assez exceptionnels. On a des portefeuilles défensifs qui affichent des rendements de l'ordre de 10%, des portefeuilles dynamiques qui affichent des rendements de l'ordre de 15% et les très dynamiques jusque 18% de rendement. Donc une très très bonne année. Maintenant, je conseille peut-être à tous les clients d'aller voir leur situation personnelle dans leur application mobile, parce que c'est vrai que d'un profil à l'autre, les rendements sont un peu différents. Mais voilà, une très très bonne année et je pense qu'on peut être content. Je vous confirme effectivement que les rendez-vous sont assez agréables et que les clients sont très satisfaits des performances de nos gestions. Les questions qui reviennent souvent également, c'est quid de l'or ?
que penser de l'or en portefeuille et de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Je commence par l'immobilier. Oui. Voilà, je vais commencer par l'immobilier parce que c'est un secteur qui est aussi très sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, c'est vrai que quand les taux d'intérêt étaient plus élevés, on avait une position plutôt neutre, voire sous-pondérée au niveau de l'immobilier. Après, avec les annonces des banques centrales de leur baisse de taux d'intérêt, nous avons de nouveau augmenté notre position sur l'immobilier. Nous avons légèrement surpondéré l'immobilier dans les portefeuilles. Alors, pourquoi ? Tout simplement, la première raison, c'est que si les taux d'intérêt diminuent, on peut emprunter à de meilleures conditions et donc c'est positif pour l'immobilier. Mais une des raisons principales, c'est surtout que l'immobilier sert aussi d'alternative pour les investisseurs qui recherchent un dividende élevé. Or, quand les taux diminuent, forcément les obligations versent un intérêt également moins important et donc l'immobilier est une bonne alternative. Oui. Maintenant, peut-être une petite nuance au niveau de l'immobilier dans les portefeuilles. C'est vrai qu'on a augmenté la position dans l'immobilier, mais ça reste quand même une position peu importante par rapport à l'indice de référence. D'accord. Ce qui est comme l'or d'ailleurs, qui n'est pas intégré dans les portefeuilles en tant que tel. Alors, c'est vrai que l'or, on en a beaucoup parlé, parce qu'on a eu une performance assez exceptionnelle de l'or cette année-ci. Il faut peut-être remettre un peu le contexte pour lequel on a eu cette évolution. Le premier élément qui est pour moi essentiel, c'est d'abord les achats des banques centrales. Donc on a eu énormément d'achats de banques centrales ces dernières années et 2024 en particulier. On a une banque centrale qui a acheté assez massivement, c'est la Banque de Chine, parce qu'elle avait du retard en termes de ses réserves, elle avait peu d'or dans ses réserves. Et aussi probablement pour des raisons géopolitiques, comme quoi la géopolitique quand même ça joue un petit peu sur les marchés. On s'est rendu compte que quand un pays à un moment donné subit des sanctions, eh bien l'or qui est dans ses coffres ne sera pas impactée par ces sanctions. Donc on se demande si la Chine n'est pas en train d'acheter de l'or, parce qu'un jour elle pourrait peut-être être soumise à des sanctions. Deuxième élément, le contexte géopolitique. Il n'y a rien à faire, l'or est une valeur refuge, et il a joué ce rôle de valeur refuge. Et le troisième élément, qui est un facteur qu'on voit bien et qu'on visualise très très bien en plus maintenant, c'est les anticipations de baisse de taux d'intérêt. Puisque l'or ne ramène pas des taux d'intérêt, quand on a une tendance à la baisse sur les taux d'intérêt, l'or a plutôt tendance à augmenter. Et on le voit bien depuis la confirmation de la victoire de Trump, on parle de moins de baisse de taux d'intérêt, et donc l'or a un petit peu corrigé depuis ce moment-là. Donc ce lien, taux d'intérêt, est quand même un lien assez marqué. Assez étroit, effectivement. Ouais. On a passé en revue les différents événements de 2024, les conséquences sur la stratégie et les conséquences en termes de performance financière. Aujourd'hui, ce qui intéresse nos clients, c'est forcément, on va entamer l'année 2025. Quelle est notre vision ? Comment va-t-on entamer cette nouvelle année, Christine ? Oui. Alors, on a déjà fait pas mal de changements ici début décembre et après les élections, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, on prévoit toujours une économie américaine qui sera encore stimulée à court terme par les mesures qui seront mises en place par M. Trump. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger peut-être aussi une pression, donc un gonflement de cette économie américaine avec un impact évidemment sur l'inflation. Et qui dit inflation élevée dit hausse de taux d'intérêt, et qui dit hausse de taux d'intérêt dit hausse du dollar dans les portefeuilles. Donc, il est probable que la volatilité augmente en 2025. Et donc, nous allons évidemment adapter nos portefeuilles en conséquence. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de rester neutre dans notre positionnement. Aussi parce que la valorisation des actions est assez élevée, les attentes des marchés sont assez élevées. Peut-être que les marchés ont aussi réagi de manière un peu euphorique à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc, position neutre, avec une préférence pour les actions cycliques, les actions de croissance qui profitent de la baisse des taux d'intérêt. On s'attend à voir des taux plus bas en Europe. On a toujours une préférence, comme je disais tout à l'heure, pour les obligations d'entreprise, pour les obligations un peu plus risquées. On peut se le permettre dans un contexte de ralentissement de l'économie où le risque de faillite est quand même plus limité. Donc une adaptation des portefeuilles en conséquence et que l'on va continuer à suivre de près, bien entendu, tout au long de l'année 2025. Maintenant, je conseille encore toujours, c'est ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible, justement pour permettre d'anticiper toutes ces fluctuations sur les marchés et alors aussi de combiner ça avec une gestion active. Maintenant,
Je sais que chaque année, on nous pose cette question-là, Quentin, et c'est vrai que dans notre métier, c'est peut-être la question la plus difficile, c'est anticiper ce que vont faire les marchés l'année prochaine. Et si on revient un an en arrière, si tu m'avais posé la même question en 2023, franchement, on n'aurait jamais prédit une année exceptionnelle comme cette année-ci, 2024, avec des rendements boursiers de pratiquement 30%. On était plutôt dans un contexte où on envisageait une récession aux États-Unis, une forte baisse des taux d'intérêt de la part des banques centrales, un ralentissement ou une baisse de la croissance des bénéfices des entreprises. Donc, pas du tout ce que l'on peut, avec plaisir, annoncer aujourd'hui aux investisseurs. Tout l'intérêt de l'agilité également dans les portefeuilles. Exactement, oui. Et d'autant plus avec l'arrivée de Trump, on est vraiment dans un scénario d'incertitude. Alors même si on connaît déjà Trump, puisque ici on est ce qu'on appelle la version 2.0 de Trump, alors c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'incertitudes. Et dans les mesures que va prendre Trump, et Christine l'a dit, mais je vais peut-être aller un petit peu plus loin, quand on détaille les mesures qu'a annoncé Trump, on a vraiment des mesures qui risquent d'avoir un impact inflationniste. Alors c'est quoi les mesures? La première mesure, c'est ces fameux hausses des tarifs douaniers. Je rappelle, il veut augmenter les tarifs douaniers de 10% sur la majorité des importations américaines, de 60% sur les importations chinoises. Donc tous les produits qui vont rentrer sur le territoire américain vont coûter beaucoup plus cher. Et la deuxième mesure qui a un impact aussi, qui pourrait avoir un impact aussi inflationniste, c'est arrêter le flux migratoire, voire même renvoyer les migrants chez eux. Or, on sait que le marché américain de l'emploi dans certains secteurs est déjà un marché relativement tendu et que donc ce deuxième élément aura un impact inflationniste. Donc, qui dit impact inflationniste avec aussi des mesures qui sont baisse des impôts, puisqu'il veut faire passer les impôts de 21% en moyenne à 15%, c'est un risque de surchauffe de l'économie américaine et donc c'est presque même un troisième élément inflationniste. Donc, on est dans un scénario où risque de hausse de l'inflation, ce qui veut dire que la Banque centrale américaine va probablement devoir un peu changer son scénario. Alors, je rappelle, la Banque centrale américaine, elle se réunit demain. On attend une baisse des taux encore de 0,25%, mais probablement qu'après ça, elle va ralentir fortement son assouplissement monétaire. On n'aura plus les baisses de taux qu'on attendait avant l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Par contre, il faut constater que la situation en Europe, elle est moins contrariée. Elle est fameusement contrariée. Parce que clairement, les mesures de Trump, c'est-à-dire les barrières douanières de Trump, vont avoir un impact négatif sur la croissance européenne. Nous avons, au niveau des économistes du groupe, revu directement, après la victoire de Trump, nos prévisions de croissance, non pas sur les États-Unis, mais sur l'Europe. Et on les a revues fortement à la baisse. Dans notre prévision pour l'année 2025, la croissance dans la zone européenne qu'on attendait à 1%, on l'a ramenée à 0,7%. Pourquoi ? Parce que, inéluctablement, une économie européenne ouverte, tournée vers le marché américain, mais aussi le marché chinois, sera impactée par la hausse des tarifs douaniers. Et encore, nous avons un scénario qui est, je dirais, encore relativement optimiste, parce que nous n'intégrons pas une possibilité d'avoir une riposte de la part de l'Europe. Et donc, la Banque centrale européenne est dans une situation très différente par rapport à la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, la Banque centrale, elle vient de baisser ses taux. Le taux de dépôt de la Banque centrale est à 3%. Nous attendons encore systématiquement des baisses de taux l'année prochaine, à chaque réunion de la Banque centrale européenne, qui ramènerait le taux de dépôt à 2% au milieu de l'année prochaine. Croissance en recul, inflation qui revient tout doucement vers l'objectif des 2%. Christine Lagarde vient encore de le dire pas plus tard qu'hier, en disant qu'il y a des signaux très clairs d'objectif qui sera atteint avec moins d'inflation dans les services, moins d'inflation dans les salaires. Donc, on va pouvoir se permettre de baisser les taux d'intérêt. Ce serait quand même un scénario un peu inédit de voir la Banque centrale européenne anticiper ou en tout cas baisser beaucoup plus vite ses taux que la Banque centrale américaine. Avec comme corollaire, évidemment, un élargissement du différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et l'Europe. D'où, Christine l'a dit, une pression qui pourrait s'exercer sur l'euro. Donc un euro qui va s'affaiblir par rapport au dollar, qui pourrait s'affaiblir par rapport au dollar. Comme disait notre gouverneur Pierre Wunsch ce matin, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai un euro qui est plus compétitif, je gagne en termes de compétitivité sur le marché américain. Ça pourrait peut-être un tout petit peu compenser la hausse des barrières douanières. Maintenant, d'un autre côté, on ne peut pas avoir une dépréciation trop forte de l'euro. Et surtout, toutes les matières importées que nous importons, nous, en Europe, nous coûtent beaucoup plus cher. Donc, un risque d'inflation importée. C'est là où la Banque centrale européenne va devoir jouer sur la nécessité de baisser les taux pour essayer de soutenir la croissance en Europe, qu'elle va pouvoir le faire parce que j'ai l'inflation qui recule, mais en se disant, mais attention, il y a peut-être un risque de retour de l'inflation
peut-être de l'inflation importée. Donc situation compliquée pour l'Europe et on est finalement, c'est un peu dommage de devoir le dire, mais un peu les dindons de la farce de la politique de Trump, en tout cas à court terme. Effectivement, un peu un jeu d'équilibriste de la part de Christine Lagarde. On a déjà parlé à plusieurs reprises de Donald Trump. Comme vous le savez, lors de son premier mandat, il a décidé de retirer les États-Unis des accords de Paris. Ça fait partie des annonces. Quels seraient les changements en cas de retrait à nouveau des États-Unis de ces accords de Paris d'un point de vue durabilité ESG dans nos gestions, Christine? Alors, honnêtement, ça pourrait effectivement influencer indirectement les décisions en matière d'investissement, mais ça ne changera pas notre approche ESG. KBC Asset Management est pionnier dans la matière depuis maintenant 30 ans en Belgique et on veut continuer dans ce rôle, on veut continuer à améliorer aussi notre sélection. Alors, c'est vrai que les critères ESG, donc environnement, social, gouvernance, sont présents dans toutes nos décisions d'investissement. Et donc, peut-être pour rappel quand même, dans tous nos investissements, certaines activités controversées sont automatiquement exclues, donc comme l'armement, le tabac, le charbon. Dans les investissements responsables, d'autres activités sont également exclues, comme les combustibles fossiles, tout ce qui touche à la fourrure, le jeu de hasard, les cuirs spéciaux, les armements traditionnels aussi. Nous allons également en dialogue avec les entreprises pour essayer de les stimuler dans leur approche durable. Et donc, quand vous investissez dans un investissement responsable, finalement, vous investissez aussi dans des entreprises et des pays qui intègrent positivement ces 3 piliers ESG. Et vous ne faites pas ça, vous ne devez pas en fait investir dans des investissements responsables et penser renoncer à un rendement. Ce n'est pas du tout l'objectif. Nous souhaitons allier performance et impact positif. Et quand on regarde sur le long terme, les rendements des investissements responsables sont tout à fait équivalents aux investissements classiques. Merci. Une question qui revient assez fréquemment, c'est est-ce qu'au final, les marchés ne sont pas trop hauts? Est-ce qu'ils ne sont pas trop chers? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, c'est une très très bonne question et effectivement une question que beaucoup de gens se posent. Quand on regarde la valorisation des actions américaines, c'est vrai qu'elles sont très chères. On a un ratio cours-bénéfice qui est nettement au-delà des 22. Et donc, même si on retire les sociétés technologiques et les fameuses Magnificent Seven, les actions américaines restent chères. Et ça, dans un contexte où les attentes des marchés au niveau de la croissance des bénéfices sont assez importantes. C'est vrai qu'en 2024, ce sont surtout les actions du secteur technologique qui ont contribué à la croissance des bénéfices. Et elles ne vont pas pouvoir continuer à faire ça de la même manière en 2025. Et donc, cette croissance de bénéfices, et les attentes sont aux alentours de plus ou moins 15% pour 2025. Donc, cette croissance de bénéfices va devoir probablement venir aussi d'autres secteurs. Quand on regarde aussi la valorisation maintenant des Magnificent Seven, est-ce que ces actions sont chères? Alors là, honnêtement, c'est assez subjectif aussi. La valorisation est très, très subjective. Quand on regarde des sociétés comme Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, elles ont investi des milliards dans le développement de l'intelligence artificielle. Et certains investisseurs estiment finalement que le retour sur l'investissement n'est pas satisfaisant par rapport aux attentes. Et donc, il est possible que, et nous sommes même convaincus finalement, que cet investissement dans cette technologie de l'intelligence artificielle aura à l'avenir un impact positif sur la productivité et l'efficacité de plusieurs secteurs. Il est possible aussi, quand on regarde, les marchés ont finalement beaucoup misé sur ces fameuses Magnificent Seven, ces 7 grosses sociétés technologiques américaines. Mais nous pensons qu'à l'avenir, il est
probable que d'autres sociétés, peut-être avec une valorisation moins élevée, pourront être les grands gagnants également de l'intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des sociétés qui spécialement investissent dans le développement de cette technologie, mais plutôt des sociétés qui construisent des applications autour de l'intelligence artificielle. Donc il y a peut-être là aussi des valorisations intéressantes dont on peut tenir compte. Est-ce qu'il faut alors maintenant rechercher uniquement les actions bon marché ? Ça, c'est une question aussi de potentiel à l'avenir. C'est vrai que les actions européennes sont nettement moins chères que les actions américaines. Quand on choisit nos actions européennes dans les portefeuilles, on va plutôt s'orienter de nouveau vers les petites et les moyennes entreprises, parce que ce sont effectivement toujours des sociétés qui profitent de taux d'intérêt bas, inévitablement, et qui seront également moins impactés par toutes les mesures qui ont été annoncées par M. Trump. Mais donc voilà, il faut tenir compte de tout ça, peut-être tenir compte aussi qu'en 2025, on va assister à une stabilisation des marchés boursiers, probablement et certainement plus de volatilité aussi sur les marchés boursiers. Donc je crois que le message qu'on peut peut-être faire passer aux clients, Quentin, c'est investir, certainement. Et quand on est investi, rester investi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il est clair que quand j'entends tes propos, Christine, quand je t'entends, Bernard, l'une des meilleures solutions est effectivement de rester investi à long terme, tant qu'on n'a pas besoin de ces liquidités à court terme. On le voit, depuis quelques années, les marchés sont de plus en plus volatiles. Les mouvements, comme tu l'as cité, au 5 août, sont de plus en plus exacerbés, tant à la hausse qu'à la baisse. On a cité le 5 août, on a cité les élections de Donald Trump. Certains clients ont voulu anticiper ces élections en positionnant différemment leur portefeuille pour ensuite repositionner le portefeuille a posteriori. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, ces changements ont été négatifs pour les portefeuilles et ils en ont payé les pots cassés. Ce qu'on peut également dire, c'est que dans tout cela, il y a toujours cette inflation latente en Belgique, toujours supérieure à 2%. Laisser son argent sur le compte d'épargne nous fait perdre du pouvoir d'achat en termes réels. Donc le message, je te le confirme, Christine, lors de nos rendez-vous, c'est rester investi tant que vous n'avez pas besoin de votre argent à court terme. Effectivement. On arrive tout doucement au terme de nos échanges. Comme annoncé, on a sélectionné 4 questions que je vais vous poser. La première s'adresse à Christine. Le fonds de placement est-il encore un choix judicieux en 2025 face à l'offre abondante d'ETF ? Alors on en parle beaucoup, c'est vrai, les ETF, les trackers comme moyen de diversification d'un portefeuille. C'est vrai que à la base, c'est effectivement le rôle. Maintenant, il faut également être attentif à ce type d'investissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que, à force d'investir dans des ETF, on a tendance aussi à gonfler la valorisation de certaines actions qui y sont représentées. Et donc, finalement, il y a un risque de concentration en investissant uniquement dans les ETF. Un effet boule de neige. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et on voit que le secteur technologique, notamment, il y a 30 ans d'ici, ça représentait en capitalisation boursière 10% des marchés boursiers, alors qu'aujourd'hui, ça représente déjà 40%. Donc, est-ce que finalement, ça suffit pour diversifier son portefeuille ? Peut-être pas. Donc, c'est peut-être une bonne chose, mais je dirais qu'à côté de ça, c'est peut-être aussi, et c'est certainement utile de diversifier différemment et d'avoir aussi une gestion, comme on disait tout à l'heure, active et qui permet de réduire quelque part le risque de cette surconcentration. Allier gestion active et gestion passive. Exact. Merci. La deuxième question est pour toi, Bernard. Quel est l'impact sur l'économie et la société au sens large de la robotisation manuelle, mécanique et intellectuelle de l'intelligence artificielle ? Alors, c'est une énorme question et on l'a déjà fameusement abordé ce soir. Maintenant, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde, c'est un chiffre qui est quand même assez marquant, qui est un chiffre qui est dans le rapport Draghi, qui a fait un rapport sur le problème de la perte de productivité de l'Europe. On a 3 phases. La première phase, c'est les années 1990, puis c'est la crise financière, la fameuse crise de 2008. Mais si je m'arrête simplement sur les 5 dernières années, la productivité aux États-Unis a augmenté de 6%, et elle n'a augmenté que de 0,6% en Europe sur la même période.
La différence vient essentiellement de l'utilisation de l'intelligence artificielle et du fait que l'intelligence artificielle, les grands acteurs sont américains et on n'a aucun acteur européen. Mais ce que disait Christine tout à l'heure est important aussi. On parle des valeurs aujourd'hui qui sont tournées vers l'intelligence artificielle, mais on se rend compte aujourd'hui que les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle aux États-Unis gagnent en termes de performance, en termes de compétitivité, de productivité. Et donc, on a aujourd'hui besoin d'intégrer, et l'Europe a besoin d'intégrer cette intelligence artificielle, de l'utiliser à part entière pour essayer de rattraper le retard que nous avons par rapport aux États-Unis, ce qui nous permettra peut-être d'avoir des valeurs à plus long terme qui seront intéressantes pour lesquelles on pourra s'investir en Europe parce qu'on aura ce gain de productivité. Et en même temps, on a une obligation pour l'Europe de retrouver une certaine indépendance par rapport à la Chine d'une part, ne parlons même pas de la Russie, et même par rapport aux États-Unis. Parce que très clairement, c'est un élément qu'on ne doit pas oublier, l'arrivée de Trump, c'est une confirmation de la politique américaine de repli sur soi, et surtout de dire les alliés, j'en ai plus beaucoup d'intérêt, et je me replie moi-même, et donc l'Europe doit absolument réagir. Donc l'intelligence artificielle, c'est une nécessité, mais c'est une obligation aujourd'hui dans la situation de l'Europe. Effectivement. Troisième question pour Christine. On a vu tout à l'heure le cas particulier de la Chine et de la double sanction, ainsi que les mesures annoncées par le gouvernement. La question fondée aujourd'hui, pourquoi ne pas réinvestir en Chine? Est-ce qu'il faut se réinvestir maintenant sur la Chine? Oui. Mais Bernard l'a développé tout à l'heure, et c'est vrai que la Chine ne s'est toujours pas remise de sa crise immobilière. Et quand on voit aujourd'hui un investisseur, enfin ça a toujours été comme ça, un investisseur chinois, lui, investit dans l'immobilier. Et quand vous voyez la valeur de votre investissement diminuer, ça ne vous donne pas confiance, ça ne vous donne pas envie de consommer. Et c'est le grand problème aujourd'hui de la Chine. Et c'est vrai que Bernard a annoncé tout à l'heure que le gouvernement chinois s'en était rendu compte, qu'il a annoncé des mesures. Mais est-ce que ces mesures, premièrement, quand est-ce qu'elles vont être appliquées? C'est déjà une chose. Et est-ce que ces mesures auront un impact à court terme suffisant pour redonner confiance à ces consommateurs? Parce que finalement, on l'a vu aux États-Unis, c'est ce qui se passe, c'est la confiance des consommateurs qui stimule cette économie. Et on n'en est pas là encore en Chine. Ça risque de prendre un certain temps. Et donc, pour le moment, pour répondre à ta question, non, on est encore plutôt négatif sur le marché chinois. Une position attentiste sur la situation. Je veux peut-être rajouter quelque chose sur la Chine. On a aussi une baisse importante des taux d'intérêt de long terme. Le taux d'intérêt chinois à long terme, aujourd'hui, il est tombé pratiquement à 1,70 parce que le risque du modèle actuel, c'est un risque d'avoir, et ce qui est pratiquement le cas, une situation de déflation, donc d'inflation négative. Ça fait un peu penser à la situation qu'on a connue au Japon au moment des années 90, où on a eu une crise immobilière, et où le Japon a connu pendant 10 ans des prix négatifs. Parce qu'à force de ne soutenir que l'offre, on a un excédent de production, et cet excédent de production, il tire les prix vers le bas, ce qui est la pire des situations pour les entreprises, et donc ce qui explique aussi le problème de la valorisation des sociétés. Effectivement, effectivement. Dernière question pour toi, Bernard, plutôt orientée positive. Trump, encore lui, annonce la fin du conflit en Ukraine, de la guerre en Ukraine, dès le premier jour, en quelques heures, premier jour de son mandat. Quelles seraient les conséquences positives de la fin de cette guerre ? D'abord, la première conséquence positive, c'est évidemment l'arrêt total des hostilités. Ça veut dire moins de blessés, ça veut dire moins de morts. Ça, c'est, au niveau humain, c'est quand même un élément essentiel. On voit aussi aujourd'hui que la Russie continue à bombarder tout le réseau électrique, donc tout ce qui touche au quotidien la population ukrainienne. Je vais passer sur les façons d'y pourrait faire quoi que ce soit pour arriver à cette solution. Quelle solution? Maintenant, pour l'Europe, ce serait, si c'est un bon accord, entendons-nous bien, ce serait plutôt positif, parce que ça veut dire qu'on aurait derrière la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction de l'Ukraine, c'est une opportunité pour l'Europe de se repositionner. Ça pourrait donner une nouvelle dynamique. Alors, ne faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut vraiment que cet accord soit un accord qui soit équilibré, que l'Ukraine ne soit pas perdante en la matière. Mais c'est surtout une belle opportunité globale, ou ce serait une belle opportunité globale pour l'Europe. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe doit abandonner ses projets d'avoir une défense commune. Mais ça met encore plus en évidence la nécessité, puisque c'est les Américains qui décideraient pour nous de la fin du conflit, de la nécessité pour l'Europe d'avoir une défense commune, et deuxième élément, d'avoir un réseau d'énergie commun au niveau européen. On sait bien que ce qui nous a manqué, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est avoir un accès à une énergie
aussi bon marché qu'aux États-Unis. C'est aussi pour ça que les États-Unis ont des croissances nettement supérieures à la croissance européenne. Donc nous avons besoin d'une Europe de la défense, d'une Europe de l'énergie, et on a les capitaux. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on n'a pas un problème de capitaux au niveau de l'Europe, mais on sait qu'une partie de ces capitaux, effectivement, servent à soutenir l'Ukraine, et on doit continuer à la soutenir tant qu'il n'y a pas un accord. Mais donc, globalement, ça pourrait être un élément positif. Et si je peux encore ajouter une petite note un peu positive, allons-y. Résultat des élections en Allemagne, pourra peut-être être un nouvel élan pour l'Europe. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Si le résultat des élections permet effectivement de passer au-dessus de ce fameux frein à l'endettement, qui est un élément qui aujourd'hui bloque la situation politique en Allemagne, mais bloque surtout les investissements dont l'économie allemande a absolument besoin, et donc, par effet de ricochet, l'ensemble de la zone européenne a besoin, on pourrait avoir effectivement un gouvernement qui passe au-dessus, et donc d'avoir des emprunts européens, et donc, quelque part, aller dans la logique développée par le rapport de Mario Draghi, de réinvestir, de faire des investissements dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique, dans la robotique, etc. Donc, il y a effectivement aujourd'hui peut-être des éléments de nouvelles dynamiques peut-être en Europe, enfin j'ose espérer. Qui pourrait se créer effectivement pour 2025. Et au final, l'Europe, c'est toujours un peu au pied du mur qu'on grandit. En Europe, malheureusement, il faut toujours attendre un peu le dernier moment. Merci. Il reste encore des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous transmettrons les réponses à nos private bankers qui reviendront vers les intéressés. Merci Christine, merci Bernard pour les échanges. Un grand merci. Merci à vous derrière vos écrans. J'espère que ce webinaire vous a plu et satisfait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter au nom de la CBC Private Banking d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en en famille et on se revoit en 2025. Merci et au revoir.